De nombreuses pratiques de Qigong, en combinaison avec un mode nutritionnel spécifique, permettent de résoudre de nombreuses problématiques cardiovasculaires, si un individu en a. Lorsqu'un individu n'a aucun trouble cardiovasculaire, la pratique de ces mouvements, couplée à l'adoption d'une alimentation physique aux règles précises, permet d'entretenir et d'optimiser la santé du cœur et plus généralement d'entretenir et d'optimiser la santé de toute la sphère cardiovasculaire. À ce jour, je n'ai pas le projet de te présenter toutes les pratiques différentes de Qigong qui permettent d'optimiser la santé cardiovasculaire. Ceci dit, j'ai l'intention, au cours de quelques vidéos, de te présenter une sélection de pratiques et quelques informations nutritionnelles. Ces pratiques de Qigong et ces informations nutritionnelles font partie du premier palier des pratiques de Qigong qui permettent d'entretenir et d'optimiser la santé cardiovasculaire. Bien qu'étant des informations de base et des pratiques de base, les connaissances que je vais t'apporter dans cette série de vidéos sont déjà en mesure de t'apporter beaucoup de bienfaits. Les pratiques de Qigong et l'alimentation physique spécifique que je vais te présenter dans cette série de vidéos sont une combinaison d'éléments qui permettent de traiter les troubles de santé pouvant toucher le cœur et la sphère cardiovasculaire, comme par exemple l'arythmie, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, etc. Ces informations et ces pratiques vont te permettre de rétablir l'état sain de tes artères si elles ne sont pas saines, ou d'entretenir l'état sain de tes artères si elles sont saines. Ces informations et ces pratiques vont également te permettre d'élever considérablement ta protection contre les infarctus, au point de t'assurer définitivement, au bout d'un certain temps de mise en œuvre de ces informations et de ces pratiques, d'avoir la possibilité réelle de ne jamais faire d'infarctus. La mise en œuvre de ces informations et de ces pratiques permet réellement de résoudre de très nombreux troubles cardiovasculaires. Bien sûr, si tu n'as aucun problème de santé au cœur, et de manière plus générale, si tu n'as aucun problème dans la sphère cardiovasculaire, ces pratiques vont alors te permettre d'entretenir ta santé cardiovasculaire, de la renforcer et de l'optimiser. Comme je te l'ai déjà dit, il existe des techniques énergétiques beaucoup plus puissantes que celles que je vais te présenter dans cette série de vidéos. Il existe également un mode nutritionnel beaucoup plus évolué. Ces pratiques beaucoup plus avancées sont capables de traiter de manière très puissante tous les troubles du sang, de la moelle osseuse, du cœur, de la sphère cardiovasculaire et d'optimiser la santé cardiovasculaire ainsi que les performances cardiovasculaires à des niveaux très élevés. À l'heure actuelle, je ne transmets ces enseignements avancés qu'en présentiel. Il te suffit donc de me contacter pour les étudier avec moi si ces enseignements t'intéressent. Aujourd'hui, je vais t'enseigner 3 mouvements de Qigong qui sont bénéfiques pour le cœur. Durant la pratique de ces mouvements, il est nécessaire que tu portes ton attention sur plusieurs zones de la main. Ce sont des points spécifiques, des zones spécifiques. Porter ton attention sur plusieurs zones spécifiques des mains, c'est un élément à part entière de la technologie énergétique que constitue cette pratique. Cet élément technique est en lien avec le fait que l'énergie suit la pensée, l'attention et l'intention. Ceci est une affirmation qui peut te conduire à te poser de très nombreuses questions. Tu pourras trouver la réponse à toutes ces questions dans le cours complet qui existe à ce propos dans l'école que j'ai créée, l'école Unity. Pour l'instant, du fait de ce principe de base et de bien d'autres que je ne vais pas t'expliquer maintenant, le fait de porter ton attention sur des points du corps pendant que tu fais certains mouvements va te permettre de produire des effets précis, des effets bénéfiques qui concernent l'objectif de cette série de vidéos, à savoir optimiser ta santé cardiovasculaire. Tu n'as pas besoin de connaître toute la science qui se trouve derrière la construction d'un véhicule de déplacement terrestre, maritime ou aérien pour profiter des possibilités que peut t'offrir le véhicule en question. Tout ce dont tu as besoin, c'est seulement de connaître le mode d'emploi afin d'être en capacité totale de le conduire correctement et ainsi de pouvoir profiter de ce qu'il peut t'offrir. Dès l'instant où tu connais le mode d'emploi du véhicule en question et que tu maîtrises ce mode d'emploi, tu es alors assuré de pouvoir obtenir le résultat voulu, à savoir te déplacer grâce à ce véhicule. Ici, en Qigong, c'est identique. C'est-à-dire que même si tu ne comprends pas pourquoi
il faut faire ceci ou cela, même si tu ne connais pas en intégralité toute la science qui se trouve derrière une pratique, même si tu ne sais pas du tout comment les choses fonctionnent dans la pratique en question, mettre en œuvre les instructions données et donc faire la pratique comme indiqué, te permettra de bénéficier de tout ce que la pratique en question peut apporter. Pour trouver l'emplacement des points précis que nous allons utiliser dans la pratique, une unité de mesure spécifique est utilisée. Cette unité de mesure s'appelle Tsun. Cette unité de mesure est présente en Qigong, mais aussi par exemple en médecine traditionnelle chinoise. Le Tsun est une unité de mesure adaptative à chaque individu. En effet, dans la science du Qigong, l'orientation tant anatomique que topographique repose sur des mesures qui ne sont pas absolues, mais sur des mesures qui sont relatives et proportionnelles à chaque individu. Les références à suivre en termes de mesures corporelles pour trouver les points, ce sont des références qui ont été établies en fonction de jalons anatomiques précis. Par exemple, la largeur du pouce au niveau de l'articulation interphalangienne correspond à 1 tsun. De la même façon, lorsque l'on pose l'extrémité du majeur sur l'extrémité du pouce, les deux doigts devant être légèrement courbés, fléchis, on peut observer des plis au niveau de la peau sur le majeur. La distance entre le pli médian de l'articulation interphalangienne proximale et le pli médian de l'articulation interphalangienne distale correspond également à 1 tsun. Ici, il convient de prendre pour mesure les plis situés aux extrémités, autrement dit les plis de la peau dus à la flexion de l'articulation qui sont les plus extérieurs. La mesure n'est pas valide si on l'effectue entre les deux plis alors que le doigt est tendu. C'est seulement lorsque le majeur est fléchi que le tsun de celui-ci correspond au tsun du pouce. En suivant ces indications, dans mon cas, la mesure du pouce et du majeur concorde effectivement entre eux et sur moi, un tsun correspond actuellement à 2,5 cm. Ainsi, il y a toute une science à propos du repérage anatomique et topographique, tant en termes de distance des points entre eux que de profondeur de ceux-ci dans le corps humain. Une partie avancée de la science qu'est le Qigong traite également des points énergétiques qui sont situés à l'extérieur du corps physique. Ceci est beaucoup moins connu, mais des points énergétiques existent aussi autour du corps physique, dans la partie de la structure électromagnétique et bioplasmique de l'être humain qui se trouve autour de celui-ci. Dans les pratiques de Qigong que je vais te partager dans quelques instants, nous allons utiliser des points énergétiques qui appartiennent à la catégorie numéro 1 des points. Tu dois savoir qu'il y a 3 catégories générales de points énergétiques. La première catégorie est constituée de points qui se trouvent plus ou moins en surface du corps physique. On dit que ces points énergétiques font partie de la branche externe des canaux énergétiques. Ce sont ces points qui sont utilisés en digitopression, etc. La seconde catégorie de points concerne les points énergétiques qui se trouvent en profondeur dans le corps. Ils sont localisés dans des zones si profondes du corps qu'aucune manipulation externe avec la main physique ou un objet physique ne permet de les impacter de façon directe par contact direct. On dit que ces points font partie de la branche interne des canaux énergétiques. Les canaux énergétiques dits externes et les canaux énergétiques dits internes, pour imager, c'est comme sur la planète. Il y a des rivières souterraines et des rivières de surface. Dans l'être humain, les canaux énergétiques de surface, donc externes, et les canaux énergétiques profonds, donc internes, sont tous interconnectés les uns aux autres. La troisième catégorie de points énergétiques est constituée des points qui se trouvent autour du corps physique. Comme je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, celle qui s'intitule « Comprendre le Qigong et le Qi », l'être humain est composé d'un corps physique, d'une structure énergétique subtile globale et d'une conscience. La structure énergétique subtile globale de l'être humain se trouve à 2 emplacements, à la fois dans le corps physique et autour du corps physique. C'est pourquoi il est logique que des points énergétiques se trouvent également à l'extérieur du corps physique. La structure énergétique subtile globale est un enchevêtrement de diverses structures bien spécifiques, un peu comme les matryoshki, les poupées russes. C'est ici que les traditions holistiques de développement de soi parlent de corps subtil. Ces couches énergétiques enchevêtrées les unes aux autres sont appelées corps subtils parce que chacune d'entre elles
est, anatomiquement parlant, aussi complexe que le corps physique. Mais personnellement, je préfère parler de strate énergétique. Je trouve que ce terme est plus pertinent. Chaque corps subtil, donc chaque strate énergétique, est nommé différemment selon les écoles et selon les traditions. Chaque strate énergétique est unique en soi et a un rôle bien spécifique au sein de l'ensemble qu'est l'être humain. Ceci dit, toutes les strates énergétiques sont toutes connectées les unes aux autres, exactement comme dans le corps physique dans lequel chaque organe physique est une structure à part entière qui a son propre rôle, mais qui, en même temps, est connectée à toutes les autres parties de la structure corporelle. Cette structure énergétique subtile globale que possède l'être humain existe sur différents plans dimensionnels, c'est-à-dire sur différents ensembles de groupes fréquentiels spécifiques. Un peu comme les couches fréquentielles monochromatiques de l'arc-en-ciel, où la couleur bleue s'exprime dans une palette fréquentielle spécifique, le jaune dans une autre, etc. Là c'est pareil, chaque couche de la structure énergétique réside dans une zone fréquentielle spécifique que l'on appelle aussi un plan dimensionnel vibratoire. C'est pour cela que je parle de structure énergétique subtile globale, parce que cette structure énergétique subtile qu'a l'être humain est composée de plusieurs strates vibratoires qui sont toutes imbriquées les unes dans les autres, tout en étant toutes connectées entre elles. Cette structure énergétique subtile globale de l'être humain est en fusion totale avec le corps physique lorsque l'être humain est en vie sur Terre. Cette structure énergétique subtile imprègne donc totalement le corps physique à l'intérieur de celui-ci, mais il convient de savoir qu'elle l'entoure également. La structure énergétique subtile globale dépasse de façon importante le corps physique, et ce dans toutes les directions de l'espace autour de soi. De la même façon que le corps physique évolue en fonction de divers paramètres, la structure énergétique subtile globale d'un individu évolue elle aussi en fonction de divers paramètres. Par exemple, plus une personne est évoluée spirituellement, autrement dit plus une personne a une conscience évoluée, et plus sa structure énergétique subtile se modifie et se développe, ce qui se répercute également sur le corps physique, de façon très saine, très bénéfique, très positive bien sûr. Chaque strate énergétique est remplie de sous-structures. Chaque strate énergétique est composée de canaux énergétiques, que l'on peut comparer à des veines et des vaisseaux sanguins puisque c'est à travers eux que s'écoulent des fluides bioplasmiques de différentes natures. Chaque strate énergétique est également composée d'une multitude de vortex énergétiques de différentes tailles et qui ont des fonctions très variées, et dont font partie les points énergétiques. Chaque strate énergétique est anatomiquement aussi complexe que le corps physique. Autrement dit, chaque strate énergétique est composée d'une multitude d'éléments, exactement comme le corps physique est lui aussi constitué d'une multitude d'éléments. Il existe des milliers de canaux énergétiques et des milliers de points énergétiques qui sont tous répartis à travers toutes les strates de la structure énergétique subtile. Je rajouterai que les canaux énergétiques et les points énergétiques de chaque strate sont connectés, sont en relation avec ceux existant sur d'autres strates. Ce qui signifie que les canaux énergétiques et les points énergétiques s'expriment dans une multidimensionnalité vibratoire. Et c'est ce qui fait qu'un même point énergétique peut avoir une contrepartie, un lien, une expression de lui-même, une correspondance sur plusieurs plans dimensionnels de l'être humain, à savoir une présence dans le plan physique, bioélectrique, électromagnétique et bioplasmique. Ceci a des implications qui ouvrent la porte sur des applications très intéressantes. En somme, l'architecture de la structure énergétique subtile globale est la raison qui explique qu'il y a 3 catégories de points énergétiques, à savoir ceux qui sont plus ou moins en surface du corps, ceux qui sont en profondeur dans le corps et ceux qui sont autour du corps physique. Je tiens aussi à préciser qu'un point énergétique est souvent le résultat du croisement de plusieurs canaux énergétiques. Et à chacun de ces croisements, il existe une sorte de tourbillon vibratoire que l'on appelle un vortex énergétique. Les vortex énergétiques peuvent avoir des tailles différentes. La variation dans la taille des vortex est directement liée à différents paramètres. Parmi ces paramètres, le nombre de canaux énergétiques qui se croisent en un point précis et la taille, la largeur, le développement de ces canaux énergétiques font partie des paramètres qui définissent la taille des vortex énergétiques. Chaque vortex énergétique est une structure à part entière qui est composée de plusieurs éléments. Un vortex peut avoir plusieurs fonctions, et ceci est lié à tout un tas de caractéristiques qui lui sont propres. Cependant, certains points énergétiques n'ont pas du tout la forme d'un vortex, mais la forme d'une sphère. L'anatomie subtile d'un point énergétique et le fonctionnement d'un point énergétique, c'est également tout un sujet en soi. De manière générale,
T'expliquer tout ce que tu dois savoir sur l'anatomie énergétique prendrait des jours et des jours. S'il faut de nombreuses années d'études pour étudier et comprendre l'intégralité des connaissances de l'anatomie et des mécanismes internes du corps physique, sache qu'il faut également un temps assez long pour étudier en profondeur et comprendre l'intégralité de l'anatomie énergétique subtile, ainsi que pour étudier ses relations à l'anatomie énergétique subtile avec le corps physique et la conscience. Ceci dit, si tu n'as pas étudié l'anatomie énergétique subtile de façon complète et en profondeur, si tu n'as pas encore développé tes sens de perception afin de percevoir la structure énergétique subtile dans son intégralité, alors ces quelques explications que je viens de te donner te donnent cependant certaines notions générales qui sont importantes à connaître lorsque l'on aborde la pratique du Qigong. Ces informations se rajoutent aux autres informations que je t'ai données dans une autre vidéo que j'ai faite et qui s'appelle « Comprendre le Qigong et le Qi ». Il est très courant que des noms soient donnés à des points énergétiques. Mais parfois, une façon de désigner un point énergétique ne désigne pas le même emplacement anatomique, topographique d'une école à l'autre. Il est très courant que des noms soient donnés à des points énergétiques. Mais parfois, une façon de désigner un point énergétique ne désigne pas le même emplacement anatomique, topographique d'une école à l'autre. Autrement dit, ceci signifie que parfois, selon les écoles et les professeurs, un nom de point énergétique ne désigne pas le même point énergétique puisque le nom du point énergétique est identique mais son emplacement est différent. Ceci ne se produit pas uniquement avec les points énergétiques. Quel que soit le sujet, parfois, sous des noms différents, on parle de la même chose et d'autres fois, on ne parle pas du tout de la même chose. C'est pourquoi, en ce qui concerne les points énergétiques, étudie très attentivement les descriptions techniques que l'on te donne, sous une forme ou une autre, lorsque l'on te parle d'un point, afin d'éviter de te tromper de point au cours de la pratique en question. Durant les exercices que je vais te présenter dans cette vidéo, tu dois porter ton attention sur différentes zones de chaque main. Durant la pratique, il faut que tu portes ton attention et ta concentration tactile sur plusieurs points énergétiques. Autrement dit, il faut que tu portes ta concentration tactile sur plusieurs zones de ton corps. Le premier point sur lequel il faut que tu te concentres s'appelle le point 8MC. Cette abréviation désigne le point numéro 8 de la branche externe du canal méridien appelé maître du cœur. C'est ainsi qu'est nommé en médecine traditionnelle chinoise le canal énergétique comportant plusieurs points et sur lequel se trouve le point énergétique qui nous intéresse. Ce canal énergétique est aussi appelé méridien du péricarde ou méridien de l'enveloppe du cœur ou encore méridien du ministre du cœur. Ce point se trouve entre le second et le troisième métacarpien de chaque main, là où la pointe du majeur, ou médius, touche la face palmaire de chaque main lorsque la main est fermée en point de façon naturelle, sans exagérer la remontée des doigts vers le haut de la paume lors de la fermeture de la main en point. Sa profondeur dans le corps est généralement entre 0,3 et 0,5 tsun. Pour convertir l'unité de mesure de la médecine chinoise qu'est le tsun en millimètres, afin de te repérer plus facilement, tu dois faire les calculs appropriés. Un simple calcul dit en croix suffit. Sur moi, après avoir fait les calculs, cela signifie que le point 8 MC se trouve entre 7,5 mm et 1,25 cm de profondeur dans ma main. Voici quelques images pour t'aider à trouver le point 8 MC. Le deuxième point sur lequel il faut que tu te concentres s'appelle le point 9C. Cette abréviation désigne le point numéro 9 de la branche externe du canal ou du méridien du cœur. Ce point se trouve généralement à 0,1 tsun de l'angle radial de la gouttière nguéale
de l'auriculaire, en direction externe, c'est-à-dire en s'éloignant de l'ongle. Mais ceci dit, en restant dans la zone interne de l'auriculaire. La zone interne est la zone du doigt qui se rapproche le plus possible de la ligne centrale du corps humain. La ligne centrale du corps humain étant la ligne imaginaire qui passe par le centre du corps, par le nez, et à partir de laquelle une certaine symétrie de différentes parties du corps humain peut être clairement observée. 0,1 tsun, chez moi cela correspond actuellement à 25 mm. Généralement, le point 9C se trouve à 0,1 tsun en profondeur dans le doigt. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter à propos du fait de savoir si tu es exactement sur le point au millimètre près ou pas. Lors de la pratique des mouvements, si tu portes ton attention dans la zone adéquate, cela suffit à produire l'effet désiré. Lorsqu'il s'agit de réaliser une manœuvre digitale, directement sur un point précis, les doigts sont assez larges pour être certain de toucher le point concerné. D'autant plus que la plupart des manœuvres que je recommande vont impacter largement la zone autour du point concerné. Alors tu es vraiment assuré de réussir à impacter, toucher le point concerné, si tu suis exactement les instructions que je te donne pour trouver les points. Avant la pratique physique des mouvements de Qigong, pour chacun des points, individuellement, premièrement, tu peux toucher physiquement un point, puis rester concentré sur le ressenti procuré par le toucher du point, afin de rester connecté à la sensation de toucher du point concerné, par une sensation kinesthésique tactile du point. Deuxièmement, tu peux faire la même chose qu'au point précédent, mais en plus, tu observes quelques instants le point après l'avoir touché, et cependant que tu continues d'établir une forte connexion kinesthésique avec le point. Cette action, avec le regard, va renforcer la connexion de la conscience avec le point concerné. Troisièmement, tu peux aussi ne pas toucher physiquement le point sur lequel tu te connectes, mais seulement le regarder, tout en essayant de ressentir le point afin de favoriser l'établissement d'une connexion consciente avec lui. Il s'agit ici de l'établissement d'une connexion conscience-structure. Ici, une partie précise de ta structure, le point en question. Quatrièmement, tu peux travailler au développement du sens du toucher par lui-même et travailler au centrage sur toi-même en essayant de seulement ressentir le point sur lequel tu te connectes sans avoir besoin de le toucher ou de le regarder. Procède avec l'une ou l'autre de ces quatre façons. Une fois que tu as établi une connexion aussi forte et stable que possible du point concerné par la sensation du toucher, passe au point suivant en conservant la connexion à tout point que tu as précédemment conscientisé par le sens du toucher. C'est-à-dire qu'une fois que tu as établi une connexion tactile avec un point, tu maintiens cette connexion tactile pendant que tu établis la connexion tactile avec un autre point. Avant de commencer la pratique des mouvements, tu peux effectuer une stimulation active des points. Cela stimulera leur fonctionnement et te permettra de bénéficier de tous les effets bénéfiques que procure la stimulation volontaire de ces points. Il y a de nombreuses façons de stimuler les points énergétiques. Je te propose de stimuler les points énergétiques 8MC et 9C par deux procédés très simples à mettre en œuvre. Le premier procédé consiste à presser fortement le point choisi, 1 à 3 secondes environ, puis de relâcher brusquement et rapidement la pression exercée. Je te recommande d'effectuer les pressions un minimum de 12 fois. Si tu as du temps, tu peux aller jusqu'à 48 fois et dans l'idéal jusqu'à 108 fois. Le second procédé consiste à tapoter le point concerné avec l'extrémité d'un doigt. Je te recommande d'effectuer le tapotement un minimum de 108 fois. Il est possible d'aller jusqu'à 144 fois. Je te recommande de faire les deux procédés, l'un après l'autre, pour un point. Les pressions d'abord, les tapotements ensuite. Je te recommande de procéder à la stimulation des points 8MC en premier et de procéder à la stimulation des points 9C en second. Commence toujours par la main gauche, puis poursuis avec la main droite. Autrement dit, tu stimules premièrement le point 8MC de la main gauche avec le procédé 1, puis avec le procédé 2. Deuxièmement, le point 8MC de la main droite avec le procédé 1, puis avec le procédé 2. Troisièmement, le point 9C de la main gauche avec le procédé 1, puis avec le procédé 2. Quatrièmement, le point 9C de la main droite avec le procédé 1, puis avec le procédé 2. En plus d'obtenir les effets bénéfiques que procure la stimulation de ces points par ces deux procédés, cette stimulation préalable va également te permettre d'augmenter dans des proportions très élevées ta conscientisation et ton ressenti de ces points par connexion kinesthésique.
Cette stimulation préalable des points avant la pratique des 3 mouvements n'est pas obligatoire. Tu peux ne pas la réaliser. Cependant, je te recommande de la réaliser. Une fois que tu as réalisé la stimulation des 4 points, utilise un des 4 procédés de ton choix, dont j'ai parlé auparavant, pour te focaliser sur les 4 points et rester focalisé sur les 4 points en même temps durant l'intégralité de la pratique des mouvements. Debout, les pieds joints, les bras le long du corps, expire profondément. Continue en inspirant profondément. Poursuis en expirant naturellement, sans effort. Puis expire volontairement en fléchissant les genoux. Dans l'idéal, les genoux ne doivent pas dépasser la pointe des orteils. Mouvement 1. En inspirant, déplie les genoux. Tourne les paumes de main vers le ciel et monte les mains vers le ciel en les élevant par le devant du corps. Durant tout l'exercice, les bras sont tendus, mais pas complètement. Ils sont légèrement fléchis au niveau des coudes. Lorsque les mains se sont élevées à 45 degrés, lève les talons le plus haut possible tout en élevant les mains devant toi à 90 degrés, paumes vers le ciel. C'est-à-dire que tes mains s'élèvent jusqu'au niveau de tes épaules. En expirant, tourne les mains sur elles-mêmes pour diriger les paumes de main vers le sol. Baisse les mains devant toi jusqu'à 45 degrés tout en reposant les talons au sol. Une fois que cela est fait, descends les mains le long du corps tout en fléchissant les genoux. À la fin du mouvement, les paumes sont dirigées vers le corps, vers les jambes. Autrement dit, en fin de mouvement, les paumes de main sont dirigées l'une vers l'autre, tout en étant de part et d'autre du corps, les bras bien le long du corps. Mouvement 2. En inspirant, déplie les genoux. Tourne les mains sur elles-mêmes afin que les paumes de main soient dirigées vers le ciel. Élève les mains jusqu'à 45 degrés sur les côtés du corps, tout en tournant la tête sur le côté gauche du corps. Lorsque c'est fait, élève les talons du sol tout en montant les mains à 90 degrés, c'est-à-dire au niveau de l'épaule. Cela peut être difficile à réaliser parfaitement en permanence, mais dans l'idéal, essaye d'avoir les mains au même niveau de part et d'autre du corps. En expirant, tourne les mains sur elles-mêmes afin que les paumes de main soient dirigées vers le sol. Pose les talons au sol, descends les mains à 45 degrés tout en tournant la tête pour amener le visage à nouveau devant toi, le nez pointant dans la même direction que les pieds. Lorsque c'est fait, continue à descendre les mains pour les amener le long du corps, tout en pliant les genoux. Mouvement 3, recommence le mouvement 1. Mouvement 4, recommence le mouvement 2, mais en tournant la tête de l'autre côté que dans le mouvement 2. Ajuste la respiration et le mouvement pour que la respiration et le mouvement agissent au même rythme, pour qu'ils soient en harmonie l'un avec l'autre. Ne perds jamais la concentration kinesthésique sur les points des mains. Tu peux aussi tourner la tête d'abord à droite, puis ensuite à gauche. Cela sera la meilleure option. Lorsque les deux mains sont au niveau des épaules, tu peux regarder le bout du majeur, le plus loin possible que tu le peux sur la phalange distale du majeur. Puis, lorsque tu baisses les mains, tu peux regarder à nouveau au loin devant toi avant de commencer à tourner les mains sur elles-mêmes tout en tournant la tête. Sois aussi calme et détendu que possible durant la réalisation de chaque exercice. Pour finir l'exercice, positionne-toi en position debout du départ, genoux légèrement fléchis. Une fois que tu as fini l'exercice, tu peux prendre une pause en prenant une ou plusieurs respirations profondes et quand tu es prêt, tu peux enchaîner sur le second exercice. Tu peux aussi enchaîner chaque exercice sans faire de pause entre eux.
L'exercice est le même que le numéro 1. Il y a cependant une différence. Une seule différence. Une pratique supplémentaire qui est ajoutée. Cette pratique est la suivante. Ferme le poing lors de la descente. Et en fin de mouvement, avec le majeur, réalise une pression progressive sur le point MC8. Et à la toute fin du mouvement, exerce sur ce point une pression relativement forte mais brève. Fais ceci tout en gardant la concentration sur les autres points de la main. L'exercice est identique à l'exercice numéro 2. Cependant, là aussi, il y a une différence. Une seule différence. Une pratique supplémentaire qui est ajoutée. Cette pratique est la suivante. Lorsque les mains arrivent en fin de montée, dans les 4 mouvements, tu dois écarter et étirer les doigts les uns des autres, puis tu dois relâcher brusquement l'étirement de la main en laissant chaque main se détendre comme elle le souhaite. Cependant, il faut que chaque main reste ouverte et détendue. C'est comme si tu tirais fortement sur les 2 extrémités d'un élastique et que tu lâchais subitement et simultanément les 2 extrémités de l'élastique étiré. Pense bien à écarter les doigts les uns des autres en même temps que tu les étires. Là aussi, rajoute ce détail technique tout en gardant la concentration sur tous les points de chaque main.
peux répéter chaque mouvement 3 fois, 6 fois, 9 fois ou 12 fois. 12 fois, c'est le seuil minimum de répétition par exercice que je te recommande de réaliser. Les 3 paliers majeurs de répétition sont 12 fois, 48 fois, 108 fois. Pour aller plus loin que 12 répétitions, tu peux donc aller jusqu'à 108 répétitions par exercice en progressant par palier de 3 répétitions en 3 répétitions au fur et à mesure de tes séances. Sois à l'écoute de toi-même pour définir le nombre de répétitions par exercice qui te convient. Un dernier point très important. Durant ta pratique, en toute relativité, détends-toi autant que possible et cultive une joie de pratiquer. Conserve dans le cœur une joie pendant ta pratique, une joie de pratiquer. Gardez à l'esprit les raisons pour lesquelles tu souhaites pratiquer, les bienfaits que peut apporter la mise en œuvre de cette connaissance, de cette pratique dans ta vie, peut t'aider à rester connecté à la satisfaction et à la joie de pratiquer, de mettre en œuvre dans ta vie cette pratique, ce savoir. Et ceci est d'ailleurs très important pour chaque pratique de santé et de développement de soi. Sur ce, je te souhaite une très agréable pratique.